Aujourd'hui, on voulait parler de parentalité à nos auditeurs, mais on voulait aussi parler un petit peu de Noël parce qu'on s'est dit que c'était une bonne occasion de parler et de se préparer pour Noël. Parce que Nolwenn, qu'on a comme invitée, elle pourrait parler de ce sujet pendant des heures parce que c'est un petit peu sa spécialité. Nolwenn, est-ce que tu veux présenter ce que tu fais? Oui, avec plaisir. Alors, je suis accompagnante parentale. Alors, si vous ne connaissez pas, en 2 secondes, je vais vous expliquer. Les parents viennent me voir tout simplement pour remplacer crise et pleurs par sourire et bonheur. Alors, comme ça semble un petit peu magique, mais je les mets au travail. On cherche ensemble les solutions qui correspondent entre les besoins, le tempérament de leur enfant et les attentes familiales, les contraintes aussi. Et on trouve des solutions personnalisées. Très Ça te va? intéressant. Voilà. Et on voulait aujourd'hui en parler un petit peu pour préparer les gens un petit peu à Noël, parce qu'on sait que Noël, c'est la période où justement les enfants, des fois, comme c'est un peu la fête des enfants, ils peuvent se retrouver un peu en crise, ils peuvent avoir un peu des difficultés, ils peuvent avoir des difficultés à obéir, ils peuvent avoir des difficultés à entendre que des fois il faut garder peut-être un peu le calme, que c'est aussi une fête qui n'est pas que pour les enfants, mais des fois aussi un peu pour les adultes, pour qu'ils puissent avoir le temps de discuter. Nolwenn, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas quand on a des enfants qui ont du mal à entendre le non déjà ou à entendre le... Avant qu'on en arrive au nom, je trouve qu'il faut aménager quelque chose qui plaise à tout le monde. Et Noël, ok, c'est pour toute la famille, mais il y a aussi une prise en compte des goûts des enfants. Et ça peut être une petite table à côté rien que pour les enfants. Ça peut être une activité où on varie les rythmes dans la journée si on se voit toute la journée, toute la soirée. Voilà, avant d'en arriver au nom, on peut vraiment réfléchir à la journée pour qu'elle se passe bien, dans le sens où on a respecté les attentes des uns et des autres. Et ça aussi, j'aime bien que ça soit co-construit. Je dis aux parents, réfléchissez ensemble avant, qu'est-ce qui te ferait plaisir à toi, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Alors, ne pas laisser le choix du menu, comme j'entends dans certaines familles qui ont plongé un peu trop profond dans l'éducation positive, parce que voilà, ça se réfléchit au contraire en famille, et les parents auront le dernier mot quand même. Sinon, ça fait des nuggets à Noël, c'est pas génial. Exactement, Ouais, t'as pardon, bien sûr, compris. oui. T'as tout compris, on se retrouve au McDo, au secours. Oui, Donc bon, tu voilà, parlais, mais j'imagine, le par menu contre, je peux idéal des répondre. enfants. Comment? Non, pardon, je rebondissais sur ce que vous disiez, justement, comme Martine, effectivement, quand tu parlais, j'étais en train d'imaginer le menu idéal des enfants, et à mon avis, ça peut être très cocasse, en effet. Mm, mm. Et donc, avant d'en arriver au non, mais je vais répondre aussi quand ils disent non, parce que ça arrive, ça c'est clair, c'est les rendre acteurs. Vraiment, dans la journée, même si c'est pas tout prévu pour eux, il y a les enfants qui ont du mal à gérer la frustration. En fait, c'est parce qu'ils veulent tout contrôler, entre guillemets. Et nous, on peut choisir, parents, comment leur donner la main intelligemment et alors, c'est pas de la manipulation, mais du coup, les enfants ont vraiment l'impression d'être considérés en tant qu'acteurs, considérés en tant que partie prenante de la fête. Et voilà, ça peut déjà un peu baisser la pression et baisser les nombres de noms. Après, quand il y a un nom, si c'est quelque chose qui est rarissime dans l'éducation, ça fait effectivement une crise pas possible et ça gâche la fête. Mais si ce non est déjà dans l'éducation en disant non, pas maintenant, regarde, il est telle heure. Alors si c'est un tout petit, on peut avoir le time timer où il y a l'écran qui se déplace, le cadran qui se déplace. Mais voilà, je trouve que le non, c'est un apprentissage et c'est pas, c'est pas quand on dit stop comme ça à la place du non, je pense que ça change pas grand-chose. C'est vraiment illusoire de changer un mot par un autre. En tout cas, c'est mon point de vue. Oui, je pense que la plupart du temps, les enfants, ils essayent juste de poser des limites. Ils sont en train d'apprendre à poser des limites personnelles. Exactement. C'est pas, je pense que c'est pas une bonne idée de les empêcher dans la construction de leurs limites personnelles. Mais donc, du coup, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que ce que je résume, c'est donc les deux choses. C'est un, le fait de leur donner du choix, c'est-à-dire leur donner un choix peut-être limité, mais au moins un choix. Effectivement, j'avais une amie qui disait que lorsque elle voulait rentrer du parc avec son enfant, eh ben, elle disait, bon, tu veux rentrer maintenant ou dans 5 minutes? C'était une façon de laisser du choix, mais d'expliquer qu'au bout de 5 minutes, il fallait rentrer. Pareil, quand il fallait sortir, elle disait, tu veux mettre tes chaussures maintenant ou on les met au moment
sort. C'était une façon de dire, OK, soit tu les mets en avance, soit tu les mets à la dernière minute, mais il faut que tu les mettes. Il n'y a pas trop de choix. Exactement. C'est-à-dire que ça donnait un peu de choix, mais pas trop. Ça donnait un peu de liberté, mais pas trop. Pour laisser une forme de contrôle du côté du parent et laisser une forme du contrôle, de contrôle, pardon, du côté de l'enfant. Exactement. C'est très intéressant. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose que tu dis, qui est intéressant, cette histoire de timer, tu pourrais nous en dire plus? Ah oui. Le time timer, c'est une horloge petite comme un réveil. Et en fait, si on met un quart d'heure, on voit le cadran du quart d'heure qui diminue petit à petit. Et pour les jeunes enfants qui ne savent pas encore lire l'heure, c'est très intéressant. Alors par contre, c'est pas l'enfant qui le bidouille et qui le touche et qui essaye de ragrandir, c'est vraiment l'outil qui est maîtrisé par les parents et qui est, voilà, donne un repère visuel. Je travaille beaucoup avec des outils visuels pour les jeunes enfants, beaucoup, beaucoup. Et puis, face aux noms et les crises, je voudrais mettre en garde les parents contre les fausses récompenses. C'est-à-dire, oh, ça y est, il est insupportable, eh ben, on va lui donner le téléphone, eh ben, on va lui donner l'écran. C'est-à-dire que ça apprend aux enfants, quand je suis insupportable, j'ai une super récompense. Et alors ça, faut pas tomber dans le piège. Faut pas tomber dans le piège. Et du coup, c'est au contraire prévoir à l'avance. Parce que dans la journée de Noël, pourquoi pas un petit conte de Noël en DVD, mais de dire, regarde, ça sera quand on aura fini l'apéro. Là, nous, on aura encore du temps de préparation. Vous aurez un petit conte de Noël. Mais c'est pas si tu es sage, c'est le quand. J'aime beaucoup apprendre aux parents le fait que ce qu'on met en lien dans la vie de l'enfant en temporalité et non pas en si avec le chantage. C'est vraiment les conséquences. Tu as bien rangé ta chambre, ben là, ok, quand tu auras rangé ta chambre, on pourra partir au parc. Mais pas si tu as rangé ta chambre, on partira au parc. Dans tous les cas, on le fera. C'est comme ça, on part au parc, mais quand tu auras rangé ta chambre. Ça change beaucoup. Et donc, on peut le faire aussi à Noël. Quand l'apéro sera fini, vous pourrez regarder un petit film parce que nous, on a encore de la préparation pour la suite. Bon, voilà. Très intéressant cette notion de plutôt le quand que le si. D'avoir ce côté de ne pas dire que de montrer que ça va vraiment se produire, ça va motiver l'enfant. En termes de dopamine, je pense que c'est mieux aussi pour le cerveau, c'est-à-dire que ça lui permet d'avoir cette motivation continue à réaliser la tâche qui est peut-être un peu différente ou un peu dure pour lui, mais au moins se dire que derrière, il y a forcément quelque chose qui l'attend. C'est une façon de gérer sa motivation. Mm. Alors, j'ai pas lu d'études qui nuancent une famille entière qui a mis que du si et une famille entière qui a mis que du quand. Mais c'est chouette que tu cites la dopamine parce que vraiment, c'est des apports de la neuroscience et j'ai un doctorat en psychologie du développement de l'enfant. Donc, pour moi, je suis très attachée de faire passer les familles de leurs croyances aux connaissances actuelles qu'on connaît. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est très important de, voilà, la dopamine, pour ceux qui connaissent, c'est le circuit de la récompense. Et la télé, les jeux vidéo savent très bien faire ça. Donc, voilà, en tant que parent, on peut aussi, alors c'est très anglo-saxon, mais motivé par des récompenses positives, non pas par des punitions. Mais voilà, quand tu seras lavé les dents, et ben, sans faire de crise, parce qu'en ce moment, c'est très compliqué, et ben, tu pourras choisir une deuxième histoire le soir, par exemple. Très bien. Très intéressant. Ouais, très intéressant. Je vois vraiment. Euh, il y avait un petit sujet aussi que je voulais aborder parce que moi je pense que c'est un sujet un peu important et qui peut aussi quand même survenir, surtout en ce moment avec l'actualité, etc. C'est l'anxiété globale des enfants et un petit peu de comment gérer l'anxiété des enfants par rapport à Noël parce que parfois il y a aussi des enfants qui peuvent avoir des anxiétés qui viennent dans un jour de fête, c'est pas forcément idéal, mais justement comment gérer un petit peu l'anxiété des enfants dans ces fêtes-là, par exemple, la peur des fois du Père Noël, tout simplement, des fois la peur de ne pas avoir les cadeaux qu'ils veulent, de pas avoir de l'attention, parce que justement il y a beaucoup de gens. Ça peut être la peur qu'il y ait beaucoup de monde, ça peut être le fait de devoir se coucher tôt, la peur de s'endormir et de rater des choses. Ça peut être vraiment plein de formes d'anxiété qui peuvent se développer. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Et dans le thème des émotions, on sait maintenant qu'il faut acquiescer et entendre l'émotion de l'enfant et non pas dire t'inquiète pas, il va rien se passer, mais non, tu verras, voilà. C'est j'entends que tu es inquiet et
avec certaines lectures, je me dis de plus en plus que pour montrer l'empathie du parent, c'est bien aussi de dire que, bah tiens, tu sais, quand j'étais petite, moi j'avais peur de ça. Alors, peut-être un autre exemple, parce que voilà, il faut vraiment être authentique. Et donc, l'enfant, il entend que c'est normal d'avoir des anxiétés, d'avoir de la peur, que ça fait partie du chemin de chaque personne, qu'on soit adulte ou enfant. Et encore une fois, réfléchir ensemble. D'après toi, qu'est-ce qui pourrait faire que tu aies moins peur? Est-ce que tu veux qu'on aille voir le Père Noël au jardin public, ou est-ce que tu veux que papy ou mamie reste avec toi et qu'on c'est tout le reste de la famille puis on te racontera après? Voilà, c'est on peut inventer des solutions ensemble et toujours encore sans laisser la main à l'enfant. Parce que laisser la main à l'enfant, c'est perdre sa place de parent aussi. Donc, il y a une place d'enfant, une place de parent, même si la place d'enfant est beaucoup plus jolie qu'à une époque. Voilà. C'est très intéressant, ça nous permet de rebondir un petit peu sur un sujet. Il y a quand même un sujet sur lequel on peut laisser la main à l'enfant, c'est celle de choisir s'il veut ou pas s'asseoir sur un genou du Père Noël. Oui, oui, parce que voilà, j'ai trouvé dans mon avant-dernier post des photos hallucinantes sur Internet où les enfants sont en pleurs, en crise, ou alors les yeux comme ça, et ils le font pour faire plaisir à papa et maman. Donc voilà, si on veut pas faire un souvenir traumatisant, ou même faire comprendre inconsciemment à l'enfant que c'est l'adulte qui décide si il y a un contact physique ou pas sans consentement, c'est la porte ouverte à des choses beaucoup plus graves. Hein. On peut penser vraiment après aux violences physiques et sexuelles. Donc c'est fou de se dire que j'impose mon enfant une belle photo de Noël et que derrière il y a toutes ces conséquences, mais c'est vraiment pas anodin. Alors, ce ne sera pas en une fois, bien sûr, hein, parce que ça, c'est les dérives de l'éducation positive, c'est de croire que si on dit non une fois ou avec les sourcils froncés une fois, ça y est, le cortisol va gêner le développement du cerveau de l'enfant. Non, c'est pas une fois que l'enfant va se dire ah oui, ben je dis oui à tous les adultes. Voilà. Mais ça fait partie de l'éducation que de dire ton corps t'appartient et c'est que avec les personnes de vraiment papa maman que tu peux effectivement dire oui pour certaines choses, quoi, ou un docteur. Mmh. Il n'y a pas de dérive non plus dans le cabinet. Oui, Ce sera il y a quelques exceptions où effectivement on est obligé d'imposer à l'enfant parce que ça fait partie un petit peu des règles. De toute manière, on est obligé de poser des limites aux enfants. Je pense, hein, un enfant qui n'a pas reçu de limite, c'est d'ailleurs il y a une double théorie hein, sur la perversion narcissique qui est soit l'enfant il a été complètement négligé dans l'enfance et donc du coup il a vécu des périodes de négligence qui étaient tellement intenses que sa faille narcissique s'est creusée, soit les parents l'ont survalorisé, c'est-à-dire ont passé leur temps à lui dire tu es le plus fort, tu es le plus beau, tu as tout ce que tu veux, etc. Et n'ont jamais eu cette limite. C'est-à-dire que soit ça a été beaucoup trop strict et difficile, soit ça a été trop laxiste. Et que dans les deux cas, ça pouvait créer une faille narcissique, en fait. Et du coup, ça pouvait amener à la perversion narcissique qui allait derrière. Donc effectivement, le fait de ne jamais dire non, je pense que c'est pas très sain pour les enfants. À l'âge adulte, on le retrouve. Enfin, moi, je le retrouve en thérapie avec ce genre de problème. Des parents qui ont été trop permissifs, n'ont pas donné de limites, n'ont pas donné de cadre, ils n'ont pas donné l'habitude à leurs enfants à vivre en société. Mais par contre, lorsque on est en situation où l'enfant lui dit non une fois de temps en temps, c'est même plutôt de la construction. C'est-à-dire, on va l'aider à se construire, on va l'aider à lui donner une structure d'encadrement mental. Donc, je trouve ça très intéressant. Je te remercie beaucoup pour ton feedback. Moi, j'aimerais aborder le petit sujet qui est, je vais parler un peu d'une histoire personnelle parce que je pense okay. que les partages d'expériences, elles sont quand même un peu importantes. C'est, moi, je fais partie de ces gens, et c'est pour ça que j'avais envie aussi de préparer les gens à Noël, qui n'aiment pas les fêtes de Noël. Déjà parce que c'est devenu vraiment un espace de fête mamosienne où on se donne que des cadeaux. Donc, c'est vraiment une espèce d'étalage de richesse, alors que bah, moi, j'ai eu une enfance qui n'était pas une enfance très fastueuse. Et puis, c'était aussi ça une période de pression. Il fallait que tout soit parfait, il fallait que tout soit bien. Résultat, la tension montait jusqu'aux fêtes de Noël. Il fallait attendre pour manger certaines choses à Noël. Il fallait faire attention, etc. Donc, c'était une espèce de période de carême presque
presque avant Noël. Et puis le soir de Noël, c'était une espèce d'explosion au point où presque on se rendait malade de manger. Donc c'est vraiment resté tout un ensemble de choses qui m'ont traumatisée, moi, à propos de Noël. J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ne pas être traumatisé de Noël, ou du moins pour ne pas passer cette période de façon négative? Alors j'ai envie de dire, ne pas faire tout ce qui s'est produit pour moi, ça ne pas faire carême avant Noël, ne pas forcément forcer trop sur la nourriture non plus, sur le repas de Noël, etc. Mais je pense qu'il y a d'autres choses que tu peux peut-être nous partager, Nolwenn. Et puis Maud, si tu as envie de nous partager tes expériences de Noël aussi personnelles, on peut le faire, voilà. Bah, moi, tu peux commencer si tu veux, comme ça je rebondirai sur vos deux expériences. Oui, alors moi j'aime bien Noël. C'est vrai qu'il y a j'ai des bons souvenirs de Noël. Et c'est plutôt un moment en fait de réunion familiale. Donc j'ai plutôt cette notion de un moment un peu fun où on rigole, où on mange, etc. Après effectivement aussi parfois en famille élargie, un peu des moments où il y a des dysfonctions familiales qui reprennent un peu de l'ampleur. Donc quand même certaines choses qui peuvent venir retraumatiser ou des dynamiques familiales qui étaient pas saines d'un point de vue de famille élargie, pas d'un point de vue noyau familial. Et du coup, effectivement, par contre, non, plutôt, moi j'aime bien Noël justement parce que, en plus, au niveau de ma famille proche, donc mes parents, frangins, j'allais dire frères et sœurs, etc. Il n'y a pas justement ce rapport au cadeau, enfin surdimensionné. Donc en fait, on fait comment dire, un secret Santa. Donc en fait, on s'offre un cadeau par personne pour 20 € maximum parce que on est tous soit entrepreneurs, soit voilà, soit dans des projets qui font qu'on n'a pas forcément. Et puis on n'est pas dans cette logique en fait de surconsommation. Donc voilà, donc il n'y a pas ça en fait. Et de la même façon, depuis que ma grand-mère est décédée, qu'on a plus ces réunions de famille un peu pantagruesques que tu décrivais effectivement, mais dont j'ai un très bon souvenir hein, pour partie, parce que moi ça correspond un peu à cette culture familiale que j'aime, culture italienne que j'aimais bien, un peu ce côté. Mais je voyais aussi l'envers du décor, comme tu disais Martine, c'est-à-dire beaucoup de pression, beaucoup de fatigue, des personnes qui passent pratiquement toute la soirée en famille. Moi j'avais pas en famille, en cuisine. Moi j'avais pas cette vision parce que j'étais enfant, donc on n'était pas sollicité, mais c'est vrai que les adultes passaient beaucoup de temps dans la préparation. Et du coup dans ma famille, donc encore une fois moins élargie, on n'a pas gardé ça. On a gardé justement ce côté simple, un repas plutôt simple. Et alors du coup, un truc que je voudrais partager cette fois-ci par rapport au régime alimentaire, parce que je mange très principalement végétarien et très globalement vegan aussi. Et du coup, et du coup, ça m'avait fait rire parce qu'il y a quelques années, quand j'avais justement commencé comment dire, à mettre mon régime alimentaire au menu, c'était rigolo parce que je me souviens que mes cousins cousines avaient justement beaucoup apprécié les mets végétariens que j'avais faits. Et du coup, c'était intéressant de se dire que c'est peut-être aussi le moment pour les personnes qui ne connaissent pas d'autres types de culture alimentaire d'incorporer des choses. Et c'était assez drôle parce que j'étais en mode, bon, ok. Donc, prochainement, j'en ferai plus. Et ça permet de montrer que le repas de Noël, ce n'est pas que un peu comme Thanksgiving, sacrifice de la dinde, du saumon et de je ne sais pas quel autre animal, et qu'on peut aussi très très bien manger de façon très festive avec des mets sans souffrance animale. Ouais. Alors, ça me fait penser. Alors, bon, j'allais vous dire, je vais partager 3 astuces avec vous, mais un cadeau chacun avec un tirage au sort, c'est exactement ça. Moi, mes parents sont divorcés depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Et ben, d'un côté, c'est comme ça, justement. Et de l'autre côté, c'est plutôt grand repas. Mais la deuxième astuce, c'est qu'on a instauré, alors c'est parce qu'on le fête le 24 au soir, on a instauré qu'on ouvre un cadeau entre chaque plat. Et ça allège la soirée, pour les enfants aussi. Bon, alors là, c'est parce qu'ils croyaient plus au Père Noël, parce qu'avant, bah, bien sûr, le Père Noël passait et tout ça. Mais maintenant qu'ils sont grands, voilà, on fait comme ça et ça allège la soirée. Et alors, pour qu'on ait le temps de digérer en plus, on regarde qui ouvre son cadeau. On profite de tous les cadeaux un par un. On ne les ouvre pas tous en même temps. Donc, c'est très, très chouette ça. Et puis, l'autre astuce pour diminuer le stress, c'est de faire un peu comme ils font au Canada. Chacun prévoit une partie du repas. Mmh. Et tout ne repose pas sur les épaules de celui qui reçoit. Parce que déjà, celui qui reçoit, il a aussi l'intendance pour faire coucher s'ils habitent loin. Voilà, donc on partage aussi ça. Ça, c'est possible. Diminuer le stress par le partage des tâches. Super. Voilà. Du coup, Anne, en commentaire, a proposé une autre astuce en plus d'Étienne. Merci Nolwenn. Elle propose effectivement des choses immatérielles, c'est-à-dire une balade, un service rendu, des choses comme ça, effectivement. Donc voilà, pour s'offrir entre amis des moments d'aller visiter un endroit, mais en tout cas les choses immatérielles.
Mm, Je trouve ça très ouais. intéressant le côté cadeau immatériel aussi parce que il y a un peu le côté de rappeler que les cadeaux c'est pas qu'une histoire d'argent. Mhm. Et alors pour avoir vécu un Noël, un seul Noël comme ça, où on déballait les cadeaux un par un, moi j'ai trouvé que c'était une torture. C'est-à-dire, je l'ai vraiment vécu comme un moment où bah, déjà la personne qui reçoit le cadeau, c'est bien, on lui donne plein d'attention, donc elle reçoit non seulement le cadeau, mais en plus l'attention. C'est Mhm. génial, pas de souci. Ça, je trouve ça très bien, même si je pense que faire toujours attention avec les dérives de l'attention, forcément. Mais ça a été un moment où ça a été une torture parce que quand c'était mon tour d'ouvrir le cadeau, moi je suis quelqu'un d'extrêmement discrète. J'aime pas vraiment. Tu vois, c'est là où on voit la différence entre Maud qui est contente de faire des grosses fêtes avec beaucoup de gens, tu vois, qui est Lion. Moi, je suis le Verseau. J'aime bien être dans mon coin et observer. J'aime pas qu'on m'observe. J'aime pas forcément avoir les spotlights qui sont dirigés sur moi. Et du coup, je pense que Noël, c'est pas forcément le moment où j'ai envie qu'on soit braqué sur moi. Et puis en plus, moi, je suis une personne extrêmement authentique. J'ai vraiment beaucoup de mal à mentir. J'ai beaucoup de mal à dire les choses ou à faire semblant que ça me plaît quand ça me plaît pas. Et donc du coup, je peux ne pas avoir l'air dégoûtée, mais je pourrais pas avoir l'air enthousiaste. Et c'est compliqué. Et du coup, je trouve que c'est un peu difficile ce moment aussi où on est braqué sur l'attention parce que tout d'un coup, c'est bah, il faut que toi-même tu cherches dans ta tête une raison d'être enthousiaste, de recevoir quelque chose que peut-être tu n'avais pas forcément voulu, qui était un peu. Moi, c'était aussi un peu mon problème de Noël, c'est qu'on mettait beaucoup la dragée haute, tu vois, on mettait beaucoup ce oui, mais si t'es pas sage, alors le Père Noël, gna gna gna. Donc moi, j'ai vite découvert qu'il y avait un problème là-dessus. On va y revenir. Oui. C'est un peu la dragée haute de Noël, de on mettait attention, le Père Noël, il va pas forcément passer au-dessus de ton chausson pour mettre ce qu'il faut dedans. Et puis en fait, quand j'arrivais à Noël, il y avait plein de choses dedans, mais c'était pas du tout ce que je voulais. Donc j'étais en Mhm. mode, bah, j'aurais mieux fait de mal me comporter. J'avais un peu cette logique qui s'est créée un peu dans ma tête d'associer le fait de quand on me faisait du chantage affectif à Noël, oula, ça marchait plus du tout. Et plus le temps passait, moins ça marchait. Et du coup, ça a augmenté la pression et ça a créé des problèmes relationnels parce que justement, c'était impossible de me faire obéir ou de me faire accepter des choses parce que justement, j'avais pas ce que je voulais. D'ailleurs, je pense que le chantage affectif à Noël, c'est pas toujours une bonne idée. Alors, Mhm. ouais, non, mais si vous regardez mes stories en ce moment, je partage volontiers les illustrations de Carottes et Moutards. Et là, donc, la première image, c'est une maman qui dit à sa petite fille, tu sais, si t'es pas sage, le Père Noël, il voit tout, t'auras rien à Noël. Je déforme forcément, hein, c'est de mémoire. Hein. Et deuxième vignette, ah bon, maman, et toi, ça te fait pas peur que le Père Noël, il voit tout, même toi, ce que tu dis, ce que tu fais? Puis la maman, elle dit, ben non, pourquoi? Bah, parce que là, t'es en train de faire du chantage, t'as pas été très gentil, je sais pas si t'auras des cadeaux. J'ai trouvé trop mignon. Et tu vois, ça me fait penser à une autre anecdote. Quand je suis avec des parents, je fais des jeux de rôle. Parce que bien sûr, je leur demande de me décrire comment se passent les crises, comment se passent les scènes, quelles sont leurs réponses et tout. Et pour vraiment qu'ils ancrent en eux une façon un peu différente pour que bah, ils viennent pour le changement forcément. Je leur fais des jeux de rôle. Et il y a un papa qui, dans l'histoire, a dit justement, si t'es pas sage, si t'es pas sage, le Père Noël ne te donnera pas de cadeau. Ah, j'ai fait, on fait une petite pause. Vous dites vraiment ça? Il dit, oui. Et vous arrivez à donner pas de cadeau justement parce que en fait, c'est tenir ses engagements pour les enfants, c'est hyper important. Sinon, on peut faire ce qu'on veut et l'enfant fait ce qu'il veut. Voilà. Donc Tout à oui, fait. de temps en temps. Très intéressant parce que je pense que les enfants, ils ont besoin de structure plus qu'ils n'ont besoin de liberté. Ça, je pense qu'ils ont besoin de la structure, c'est rassurant. Ça apporte une forme de sécurité. Savoir que le crayon est à gauche et que la gomme est à droite, c'est une espèce de règle pour eux c'est rassurant en fait quand un parent il dit bah écoute si tu fais ça tu auras ça. Si finalement ils ont quand même une Alors, quand tu récompense. auras fait ça, Ouais. C'est très déstructurant. Je pense qu'en fait il y a un côté c'est pas rassurant, c'est-à-dire que ça rend la vie imprédictible. et alors, pour revenir aux neurosciences, on sait que le cerveau ne retient que les régularités. Si je fais un parallèle bien plus simple, si jamais en mathématiques, on voit que 2 plus 3, un jour ça fait 5, un autre jour ça fait 6, un autre jour ça fait 4, un autre jour ça fait 5, un autre jour ça fait 4, ben, le cerveau, il va pas retenir ce qui est variable parce que c'est pas prédictible. Et donc, du coup, si par contre, dans ces expériences, il voit bien que ça fait 5 tout le temps, on n'a pas besoin d'apprendre par cœur les tables d'addition normalement.
Ça fait toujours 5. À chaque fois qu'on a une autre expérience, ah, ça fait 5, ah, ça fait 5, donc on le retient. Vraiment sans apprentissage. Pour cet exemple-là, c'est pas vrai pour les tables de multiplication hein, qui sont à apprendre par cœur. Et ben, dans les stratégies parentales, si je reçois les parents qu'à 1 mois de différence, c'est parce qu'aujourd'hui, il faut tout ce temps-là de régularité pour que l'enfant et le cerveau de l'enfant, il y a du conscient et de l'inconscient, se disent ah oui, maintenant c'est comme ça, maintenant on va fonctionner comme ça. Et il y a une souplesse dans l'enfant qui est finalement salvatrice pour mettre en place de nouvelles choses. C'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est exactement aussi ce qui s'est passé avec moi. C'est-à-dire que la raison pour laquelle je n'aime pas Noël, c'est qu'il y a eu une régularité de c'était la merde pour appeler les choses par le nom à chaque fois avec la période. Donc cette régularité, c'est la dernière chose que j'ai retenue. Je n'arrive plus à retenir les irrégularités qui étaient quand même les bons moments. Il faut que ce soit les gens qui me ramènent des photos, qui me ramènent des souvenirs pour me rappeler vraiment ce qui était intéressant. Moi, ce que je note, c'est vraiment précisément ce qui a été régulier et récurrent à chaque fois, qui était cette période de stress très intense de Noël, en fait. Complètement. Hein. Et toi, Complètement. Maud, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve ça très intéressant et justement ce que tu dis, Nolwenn, et toi aussi, Martine, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est cette notion de l'enfant est un être intelligent. Donc, si on commence à lui raconter n'importe quoi, il va le sentir, il va le voir, et ça peut le structurer comme le déstructurer par rapport au comportement du parent. Donc, c'est justement très intéressant tout ça, et en fait, se dire qu'en fait, il y a cette notion de d'événementiel, c'est-à-dire que Noël, c'est comme une espèce de concentration d'énergie qui fait que ça va révéler des choses, des dysfonctions. Ça va révéler des dysfonctions parentales aussi, et ça va révéler aussi peut-être des besoins de l'enfant qu'on n'aurait peut-être pas vus ou des comportements d'enfant qu'on n'aurait peut-être pas perçus parce que cet événement crée tellement enfin, est une bulle d'énergie au final, que ce soit du stress, que ce soit comment dire plutôt de l'enthousiasme, enfin, quelle que soit l'émotion, elle va être plus vive. Et donc du coup, j'ai l'impression que c'est un peu un révélateur et que c'est pour ça que c'est aussi important de prendre en compte la façon dont l'enfant va appréhender ce type de fête parce que ça va être révélateur aussi de ses besoins, comme vous l'exprimiez. Intéressant. Et alors là, Je pense que tu vas dire un truc très intéressant. Alors, je vais laisser Nolwenn réagir et je répondrai. Comme tu veux. Là, moi, ça me fait penser au fait que Noël, c'est un huis clos et on a une pseudo-obligation d'être ensemble. Et on parle souvent, là, en ce moment, des enfants de la génération, on va dire, de la naissance à 18 ans. Mais il faut savoir que quand on est à Noël, on redevient enfant parce qu'on est avec nos propres parents. On a beau avoir la quarantaine, la cinquantaine, il y a des enjeux qui ressortent de notre enfance aussi pour ça, parce qu'on retrouve ce lieu, on retrouve les frères et sœurs en même temps, et voilà, il y a des choses qui ressurgissent, qui sont réglées dans notre quotidien quand on est dans notre maison, chez nous, sans eux, mais là, on remet tous les ingrédients de l'enfance aussi pour l'adulte. Donc c'est compliqué aussi pour ça, je crois. Ah oui. Très intéressant. Je rebondis là-dessus pour revenir un petit peu sur un sujet. C'est un peu le fait aussi c'est pour ça que certaines personnes refusent de faire du Noël en dehors de chez eux. Il y a un vrai côté de si on leur retire cet espace de sécurité dans lequel ils sont en contrôle, dans lequel ils ont un espace qu'ils maîtrisent totalement, et qu'on leur propose de faire un Noël ailleurs, ça devient compliqué. Il y a des gens qui se disent assez mal ou puis il y a d'autres personnes qui sont en mode de peu importe ce qui fait Noël, c'est la cellule familiale, donc on peut le faire un peu n'importe où. On peut le faire au ski, on peut le faire dans un chalet, on peut le faire en vacances ou en voyage. C'est vrai qu'il y a des façons de vivre Noël. Moi, je suis très globe-trotteur de Noël. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai réappris, comme Anne nous partage en commentaire, en fait, j'ai réappris ce qu'était de fêter Noël de façon agréable avec des personnes qui avaient décidé de le fêter différemment de ce que je connaissais, qui était cette espèce d'habitude et qui me permettait de vivre l'expérience de façon différente. Il y a aussi le fait de j'ai accepté de ne plus fêter Noël en fait quand j'avais pas envie de le fêter, je le fêtais pas et c'était pas grave. C'était pas ça qui importait. Moi, je suis pas très fête parce que pour moi, c'est aussi un peu une fête païenne. C'est plus aussi chrétien que ce qu'on peut dire. Où il y a plus cette magie de Noël dont on fait quelque chose de bien ou de sympa pour les autres. Parce que quand j'ai vécu moi un Noël avec des personnes qui étaient dans un espace c'était un espace d'accueil en fait de personnes dans la rue et du coup c'était de leur faire fêter Noël, ça m'a vachement choquée. Ça m'a choquée parce que ça m'a vraiment montré cette différence sociale qu'on a tous autour de cette période-là et que c'était un peu pour ça que j'aimais pas trop Noël parce que c'était une période qui créait des inégalités aussi. Donc c'était pas forcément une chose que j'aimais beaucoup. Mais je voudrais revenir donc du coup à ce truc qui est un peu de est-ce que Noël, c'est pas un peu le mensonge primordial? Parce que moi, j'ai l'anecdote de
J'étais enfant et je me doutais que mes parents me mentaient. Il y avait vraiment quelque chose qui me faisait comprendre et savoir que c'était un mensonge. Il y avait trop de chantage autour de ce sujet-là. J'étais très jeune et j'ai décidé de me cacher et de sortir en fait pendant la nuit. Et du coup, je suis sortie parce que j'ai commencé à entendre du bruit. J'ai mis mon duvet, j'ai mis mes oreillers. Du coup, mes parents se sont pris les pieds sur moi dans le couloir pour aller poser les cadeaux. Et du coup, j'ai bien découvert qu'il y avait une vraie une vraie, Supercherie. ouais, une vraie supercherie, que c'était vraiment un mensonge. Et je crois que ça a créé une faille de la confiance Mm. tellement importante avec mes parents. Mm. Mmh. Alors, Très intéressant. mm, Ouais, je comprends. là, Je il y a une comprends. façon aussi de l'amener, ce fameux Père Noël, c'est de dire, dans des livres, on raconte que, donc on se prononce pas en tant que parent, ou alors, il paraît que, il y a des façons un peu nuancées. Mais après, oui, c'est croire, c'est aussi laisser une place à l'imaginaire. Donc, voilà, mais il faut le faire avec des pincettes, je suis d'accord. Je me rappelle que moi, mon papa, j'ai 4 ans de différence avec mon jeune frère, donc il devait avoir justement 4 ans, moi 8 ans. Il a essayé, parce qu'il disait, oh, c'est pas possible, on va pas le laisser avec ce mensonge-là. Et il l'a pris entre quatre yeux, ben tu sais, en fait, c'est une histoire qu'on raconte aux enfants pour qu'ils aient un peu de magie, mais le Père Noël n'existe pas, machin. Puis il avait les gros yeux, il acquiesçait et tout ça. Et la minute qui suit, il a dit un petit truc, il y avait du monde à l'étage. Écoutez, j'entends du bruit. Alors, je sais plus comment il l'a dit à l'époque, mais c'est peut-être le Père Noël qui vient me dire au revoir une dernière fois. Donc, ok, il n'existe pas, mais il va me dire au revoir quand même avant de disparaître. Mais voilà, on fait ça pour la petite souris, on fait ça, voilà, c'est très compliqué ce sujet-là. Mhm. Et on peut le faire comme avec la religion. Il y a des gens qui croient à, d'autres qui ne croient pas. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Et là, ça laisse moins de place au mensonge adulte. C'est une proposition culturelle ou sociétale ou Ouais, religieuse. j'adore. J'adore ce côté proposition culturelle ou sociétale. Proposition, c'est le truc important, effectivement, pas imposition. Parce qu'il y a aussi le fait de, les enfants peuvent vivre une forme d'humiliation à l'école. Moi, quand je m'en suis doutée très vite, ça a été vraiment de la perspicacité. Donc, dès que j'avais des enfants à l'école qui racontaient des trucs sur le Père Noël, je les trouvais bêtes. Parce que je me disais, il y a un problème chez eux. Du coup, moi-même, je pouvais créer une faille de croyance chez eux ou de foi. Et c'était pas parce que moi-même, je me suis sentie trahie hein, pendant très longtemps. Il y a vraiment ce côté de mais pourquoi on m'a menti? Quel était l'intérêt de me mentir? Parce Mmh. que justement, comme je suis quelqu'un de très authentique et que c'est très difficile pour moi d'accepter le mensonge, pour moi c'était que du chantage en fait. Mm. Et du coup, ça a continué aussi le chantage puisque ça a été vraiment le côté du bah écoute, si tu n'es pas sage, alors je te ferai pas de cadeau à Noël. Il y avait vraiment ce côté épée de Damoclès. On a continué d'utiliser le chantage en n'utilisant plus personne Père Noël, mais de garder un petit peu les choses derrière. Donc pour moi, c'était vraiment la double trahison entre le chantage et le mensonge. C'était deux trucs. Je me dis, waouh, c'est une trahison primordiale parentale. Comment on peut s'éviter effectivement de rentrer dans cette trahison personnelle parentale? Qu'est-ce que tu dis aux parents un petit peu pour les inviter à éviter bah justement de mentir, de trahir ou etc. Qu'est-ce que tu les invites à faire? Déjà, c'est vraiment l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, c'est que si on donne une conséquence à l'acte d'un enfant, il faut qu'elle soit tenable. Parce que si elle n'est pas tenue, là, effectivement, la crédibilité de l'adulte n'est plus du tout là. Et comme tu dis, la confiance en l'adulte, elle a plus de place. Et ce qui est important aussi dans ce que tu dis, c'est la cohérence entre les deux parents. Parce que s'il y a un parent qui dit blanc, l'autre noir, l'enfant, il est pas bête, il va trouver une place au milieu. Donc c'est très très compliqué. Et que du coup, ben, comme les deux parents sont en opposition, ben, dans la vie, quelle est la vraie place enfin, c'est très très déstabilisant des parents qui n'ont pas les mêmes postures. En revanche, si c'est discuté et si c'est voilà travailler quand l'enfant n'entend pas et que après devant on trouve un consensus, ça c'est faisable aussi. Ça c'est faisable aussi. Après la diversité, elle est chouette, hein, mais il faut pas casser l'autre parent, quoi. Il faut pas casser l'autre parent. Mmh. Et ben, cette histoire de chantage, oui, c'est plutôt, moi je la transforme avec des histoires de conséquences.
quand on n'a pas fini de manger, et ben son plat, on peut prendre le dessert, mais si tu as encore faim après, ben, tu auras ton plat. Je vais pas faire Mm. de dessert. Ça, c'est pas... J'invente des exemples comme ça sur le sur le vif, mais voilà, c'est et puis que ça soit clarifié à l'avance. Les règles de vie, ça fait un peu pour certaines familles protocolaire, mais c'est tellement rassurant pour l'enfant. Tu parlais d'enfants qui ont eu tellement des attachements insécurisants qui sont devenus pervers narcissiques, par exemple. Mais maintenant, on sait toutes les formes d'attachement qui sont possibles de l'enfant vers l'adulte. Et quand il est insécurisant, bah oui, on se fait des schémas protecteurs, mais dans lesquels on reste enfermé. Donc c'est compliqué. Mhm. Mais tu vois, par rapport à ce que tu disais, justement, je trouve que je reviens sur la question, le sujet qu'évoquait Martine, et auquel tu as répondu, justement, cette notion de faire croire aux enfants que le Père Noël existe et après leur demander de maintenir le secret pour non, pour un frère et sœur plus petit Mm, mm, ou pour des camarades d'école. Moi, j'ai un énorme problème avec ça, hein. Je suis, comme Martine, je suis un avis super tranché. J'ai pas d'enfants et j'en aurai pas, mais à un moment, je me posais la question d'avoir des enfants. C'était un sujet que je me suis posé, une question que je me suis posée, et c'était clair pour moi que je considère que c'est un mensonge. Tu vois, pour moi, ça rentre dans la catégorie mensonge. Et par exemple, la petite souris, effectivement, ça peut paraître mignon, mais on est aussi dans la catégorie, selon moi, de la récompense positive dont tu parlais, pour quelque chose qui est désagréable. On perd les dents, c'est désagréable. Bah pourquoi pas donner directement 5 euros à l'enfant ou en tout cas l'accompagner par rapport à sa douleur sans argent. Mais en tout cas, effectivement, ça peut ancrer des schémas même traumatisants de faut souffrir pour avoir de l'argent, par exemple. Tu vois, enfin, tu parlais de répétition, bah on est censé quand même perdre une paire de dents, mm. un certain nombre de dents, donc effectivement, le fait d'avoir de l'argent à chaque fois que tu souffres. Est-ce que ça intègre pas aussi, fait pas intégrer la notion de souffrance? Après, je comprends le schéma qu'il peut y avoir derrière le Père Noël de la manifestation, du côté oh là là, il y a un être magique qui va m'apporter des cadeaux, mais comme disait Martine, ça peut aussi enclencher de oui, mais regarde, je veux manifester des choses et en fait on m'amène autre chose. Je veux une Barbie et en fait au final on m'amène un jeu pour apprendre l'orthographe. Peut-être que ça peut aussi enclencher aussi des questions par rapport, enfin des fausses croyances, des croyances limitantes par la suite, par rapport à la manifestation, ou par rapport au rapport à l'argent, au rapport aux choses qu'on veut. Bah oui. Je, Et puis je- Martine, toi tu je- disais, oui Ouais, Martine, c'est toi tu disais que tu avais été traumatisée parce que les autres enfants à l'école ils croyaient à quelque chose qui était aberrant. Et je me rappelle, ma nièce, c'était l'inverse. Elle revenait vers ses parents. Il y en a qui disent qu'ils croient pas, je comprends pas, machin. Et mon frère m'avait appelé et c'était de lui dire, eh ben toi, qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, elle avait encore envie d'y croire. Elle a dit, ben non, je crois qu'il existe ça, mais continue de croire ce que tu veux. Eux, ils ont le droit de croire aussi. Voilà. Euh, C'était la posture, et elle l'a vécu très bien parce qu'en fait, à partir du moment où le Père Noël, même si c'est un mensonge, s'il n'est pas mis en avant comme du chantage, c'est Oui. beau et on peut pardonner à ses parents. Ce qu'on pardonne pas, c'est que non seulement c'est un mensonge et qu'on s'en sert pour te mener à la baguette. Ça c'est plus joli, ça c'est plus joli. Je suis d'accord avec toi, mais je pense que ça crée quand même une faille de confiance que moi j'ai eu comme Martine, ce moment où quand j'ai appris que le Père Noël n'existait pas, en fait j'ai eu vraiment ce moment de waouh, on m'a menti en fait, tu vois. Mes parents n'ont Moi, pas utilisé le Père Noël, en tout cas je me souviens pas de cette partie chantage, mais c'est vraiment ce sentiment, je me souviens exactement du moment où j'étais dans la pièce de la maison. En plus ma mère a demandé à ma sœur de me le dire. Donc ça veut ce côté et je devais garder et je devais voilà, et je devais non mais parce qu'elle la pensait bien faire, je lui en veux pas. Mais effectivement, mais comment dire, et ce côté de bah, j'ai un petit frère donc il fallait pas le dire au petit frère. Donc après ce côté on te demande de garder un mensonge et en même temps on t'a menti. Donc je sais que moi c'est ça qui m'avait vraiment marqué et c'est ce qui fait que quand je m'étais posé la question d'avoir des enfants ou pas, je m'étais dit par contre il y a des choses que je ne voudrais pas reproduire comme ça. Et je pense qu'en même temps il y a une forme de pression sociale de tout le monde fait croire aux enfants qu'il y a un Père Noël. Il faut maintenir le comme vous le disiez l'information parce que si on est le camarade de classe qui va dire à 20 élèves que le Père Noël n'existe pas, bah, effectivement, on peut avoir, les parents peuvent nous tomber, enfin les parents peuvent tomber sur nos parents ou on peut avoir des problèmes avec la maîtresse. Enfin, il y a quelque chose d'assez lourd, je trouve, derrière. Ça, c'est mignon comme ça, mais je trouve que derrière, d'un point de vue psychologique, je trouve que c'est un sujet qui est assez particulier.
Je trouve qu'il y a aussi quelque chose au niveau de la construction symbolique en fait de ces choses-là. C'est-à-dire tu parlais de la petite souris, cette notion de qu'est-ce qui te dit que je vais faire un parallèle, mais il est un peu énorme, mais c'est pas complètement faux. C'est-à-dire, imagine à chaque fois on te donne une pièce de monnaie, chaque fois que tu perds une dent. Bah, c'est cool comme ça, tu te dis que tu vas gagner de l'argent chaque fois que tu iras chez le dentiste, donc tu vas laisser s'installer des caries. Et du coup, il y a une espèce de construction symbolique qui peut être vraiment foireuse, qui peut se tourner autour de toutes ces choses-là. Comme quoi, justement, quand une personne est un bonhomme en rouge, alors c'est quelqu'un qui va nous faire des cadeaux, ce qui est un petit peu faux. Ce qui va être aussi une très bonne construction aussi de c'est normal de maintenir les mensonges des autres. Ça peut Mm. aussi avoir ce côté d'on doit porter les mensonges des Mhm. autres. Je pense qu'il y a plein de constructions symboliques un peu foireuses et merdiques en fait derrière ces choses-là. Où j'adore ce que tu proposes, Nolwenn, qui est vraiment ce côté de, ok, qu'est-ce que t'en penses, toi, l'enfant, d'amener ce côté un peu réflexion et un peu discernement, en fait, de l'enfant, de choisir. S'il choisit de croire, ok, il aura choisi. Il sait un petit peu où s'en tenir et où se placer et réfléchir par rapport aux autres et faire sa propre opinion, plutôt que construire une espèce de symbolique un peu bizarre et un peu tordue sur le sujet. Moi, j'avoue qu'il y a aussi un peu ce côté de je n'aime pas Noël parce que, ben voilà, je suis aussi une férue défenseuse de la nature, j'aime les arbres, etc. Et que pour moi, pour Noël, c'est on coupe je sais pas combien de sapins. Donc je Ouais. vois pas l'intérêt en fait d'autant de souffrance. On tue plein d'animaux et on tue et on coupe plein de sapins pour une fête qui est censée être festive. Moi, j'ai l'impression que c'est un massacre. Donc au niveau construction symbolique, là aussi, il y a aussi cet extrême-là qui est, je pense que trop de fast, trop de présentation, il faut que ça soit trop fastueux au niveau de la nourriture, ça crée une construction symbolique qui peut aussi être complètement inversée. L'enfant peut l'interpréter à sa façon. Et je pense que les mentalités, elles évoluent beaucoup, en fait. Mhm. Mm. Ouais, c'est vrai que Tout à c'est fait. une orgie, c'est une débauche. On met tout, la tenue sur la table, les décorations. Ça, c'est vrai, hein. Mm. Tout Mais à tu vois, fait. pour le choix. Oui, pardon, Maud. Non, non, Vas-y. vas-y, Nolwenn, je t'en après. Non, vas-y, Bah, je t'en prie. quand je disais le lien entre croire et l'imaginaire, notre propre garçon, il nous avait confrontés, il nous avait dit, mais comment le Père Noël, il peut voir dans quel chemin il va parce qu'il regarde tout droit. Et j'ai cherché à vous remontrer aujourd'hui, je n'ai jamais retrouvé. Il avait fait un dessin incroyable avec un traîneau de Père Noël et des rétroviseurs partout qui regardaient en bas. Et voilà, je me suis dit, mais j'ai pas pu perdre ce dessin, c'est pas possible. Je l'ai cherché, je l'ai pas retrouvé, mais c'était incroyable. Oui, il avait une bonne réflexion sur les choses, quoi. Ouais, ça c'est clair. Et Maud, oui, tu Oui, voulais. ce que je voulais dire, en fait, oui, par rapport à ce que tu disais, Nolwenn, en fait, c'est ça, c'est que il y a cette notion, selon moi, de aussi, et c'est là où je prends la casquette d'éco feng shui et aussi la casquette d'astrologue, cette notion de, en fait, c'est important aussi de rester, comme tu disais, Martine, authentique par rapport au fait que vous allez réaliser pour cette période. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé, par pression sociale, par pression familiale, d'avoir des tables traditionnelles avec des repas traditionnels, avec des décorations traditionnelles, c'est-à-dire de la viande pour les repas de façon fastueuse, avec beaucoup de sucre, beaucoup d'alcool, etc. On n'est pas obligé de ça. On n'est pas obligé d'avoir des maisons décorées en vert et rouge. Voilà, on peut très bien faire ce qu'on veut et c'est important. Et j'invite les gens à faire ça aussi par rapport à leur personnalité profonde et en prenant en compte les personnalités de chaque membre du foyer ou chaque membre de la famille ou des invités. Et c'est-à-dire effectivement d'avoir des fêtes de Noël qui vont être représentatives de ce qu'on a vraiment envie de faire pendant ces jours ensemble, de prendre en compte sa personnalité. Alors là, c'est la casquette astro. Tu vois, des signes de feu, tu les mets 4 jours dans un chalet à pas faire grand-chose, il va y avoir des conflits. Euh, on s'ennuyait très très vite, tu vois, alors que des signes de terre vont peut-être être beaucoup plus aimer cette période un peu de calme, de repos. Les signes d'eau vont être plutôt dans l'imagination. Tu parlais de ça, Nolwenn, ce côté justement envie de rêver de tout le côté un peu irréaliste qu'il y a derrière Noël. Et puis les signes d'air comme Martine, je sais pas quel est ton signe, Eh ben, ça Nolwenn et m'intéresse Martine. parce que moi, j'ai toujours le choix dans la vie. Je suis Gémeaux. Alors, Ah, voilà, deux signes d'air. Effectivement, voilà, les signes d'air, vous allez quand même vous allez avoir envie de nourrir votre intellect, votre curiosité. Donc pareil, si on vous met 4 jours à pas faire grand-chose, vous allez très très vite vous ennuyer aussi. Donc du coup, vous allez avoir besoin voilà, quand même de stimulation intellectuelle. Donc vous voyez, enfin, je trouve que c'est important de pouvoir prendre en compte ça parce que souvent
on parlait de dynamique relationnelle qui ressort pendant les fêtes de Noël avec le huis clos. C'était très intéressant cette notion de huis clos. Et en fait, c'est ça, c'est à quel moment est-ce que ce huis clos, on en fait quelque chose de constructif? Est-ce qu'on prévoit des moments où on va faire des balades pour les personnes qui sont plutôt dynamiques? Est-ce que les personnes qui sont plus calmes, on prévoit des temps de repos? Est-ce que les personnes qui sont plutôt dans des énergies d'air, on va jouer, on va prévoir des choses Ouais, où on il y fait aura des des activités. débats? Oui, c'est On ça. fait des Et pareil, activités. Ouais. c'est ça. Ah, voilà, donc je pense qu'on peut aussi comment dire, et je trouve que c'est un bon exercice de family building, pas de team building, mais de family building, que de se dire, ok, voilà, prendre en compte un peu les caractéristiques principales et ça montre à la personne qu'elle est aimée. Ok, je t'aime, donc je vais faire en sorte que ton meilleur intérêt soit respecté pendant ces fêtes de Noël. Mm. Ouais, très chouette. Très beau, très sympathique et ça permettra un petit peu, je pense, à toutes les personnes qui vont fêter Noël d'être en mode de se dire oh bah oui en fait il y a peut-être une clé hein, là, il y a peut-être un véritable. Je pense que c'est un truc qu'on peut apprendre. En tout cas, c'est un peu le message que j'ai l'impression d'entendre de ce Mercure rétrograde, c'est de lâcher prise. C'est de lâcher prise sur le contrôle parce que je pense qu'on peut essayer de contrôler tout ce qu'on veut au niveau de Noël. Ça reste un événement qui va être aussi un lieu où il faut accueillir une certaine curiosité, j'ai envie de dire vraiment porter une curiosité. Et pour avoir de la curiosité, ben, il faut accepter d'avoir pas forcément le contrôle. C'est-à-dire que laisser les choses se produire comme elles se produisent, de laisser les gens s'exprimer comme ils ont envie de s'exprimer, et puis aussi les enfants, c'est-à-dire de leur donner la possibilité d'avoir un espace, de vivre chaque Noël un petit peu de façon nouvelle, c'est-à-dire de trouver leur façon de fêter Noël, de créer leur rituel de Noël. Je pense que s'il y a un truc qui, moi, m'a manqué beaucoup, c'était justement ce fait de je n'ai pas eu cette liberté de pouvoir faire mon Noël. Il y a un seul Noël où on m'a confié le fait de faire la bouffe. Et ça, j'étais très contente parce que j'aime beaucoup cuisiner. Donc ça m'a vraiment donné ce côté de oui, Noël, c'est aussi une période où on peut cuisiner pour les autres. Du coup, bah, moi, je cuisine toute l'année pour les autres et je suis très contente de le faire. C'est pas mon métier, mais c'est juste mon plaisir d'inviter des gens et de faire à manger. Mais j'ai apprécié cette expérience en fait parce que c'était la première fois que quelque chose se déroulait un petit peu différemment en termes de Noël. Donc j'ai envie de dire c'est créer ces rituels de Noël parce que je crois beaucoup dans la vertu quand même du rituel. Il y a une forme de nécessaire de construction mentale du rituel qui crée quelque chose d'agréable ou de bienfaisant en fait pour les enfants. Qu'est-ce que tu en penses, Nolwenn? Ben, quand tu dis lâcher prise, c'est aussi ne pas avoir des attentes trop grandes et de laisser des choix, quoi. C'est ne pas s'enfermer dans un truc tout fait à l'avance, effectivement, exactement. Et quand je parlais de la petite table des enfants, c'est pas du tout ce qu'on a dans l'imaginaire. On veut être en famille, on veut être en famille, mais les attentes des adultes ne sont pas les attentes des enfants. Et on se retrouve quand même, parce qu'après, il y a l'ouverture des cadeaux, après, il y a la petite balade, après, enfin voilà, c'est effectivement lâcher prise et venir pendant ces 3-4 jours, parce que des fois c'est 3-4 jours, sans attente extraordinaire, mais d'attente de bonheur et de partage, quoi. C'est intéressant ce que tu dis, Ouais, ouais. ouais, c'est un truc, j'ai envie de dire, on n'est peut-être pas obligé de bannir le téléphone. Il y a des gens qui ont besoin de connecter à Noël et qui ont besoin de connecter en dehors de ce huis clos, qui ont besoin de sortir de Ouais. ce huis clos. Moi, je fais partie de ces gens-là, Mhm. qui ont besoin de sortir de ce huis clos un petit peu, d'aller se balader ou de faire quelque chose, et qui ont du mal, en fait, avec le fait de rester en place, vraiment, à un seul endroit, au même endroit, tout le temps. L'atmosphère devient vite oppressante, en fait. Alors, je pense que le téléphone, c'est pas forcément une mauvaise idée. Par contre, ce qu'on peut faire, est-ce que c'est dire, OK, maintenant, c'est le quart d'heure téléphone. On peut envoyer des messages à tout le monde. C'est ouvrir une fenêtre en disant, voilà, là, maintenant, on est entre tel plat et tel dessert, ou j'en sais rien, on va peut-être se mettre, c'est le quart d'heure d'envoi des messages. Comme ça, on peut connecter avec d'autres personnes. Ça permet d'avoir cette fenêtre et puis de ramener un petit peu au cocon de la fête et des personnes autour de soi. Moi, je trouve ça chouette parce que ça permet quand même d'offrir. Les nouvelles technologies, elles sont là. Il y a beaucoup de gens qui vont s'offrir des téléphones en plus de toute manière à Noël ou des objets de collection. Donc, ça n'a pas de sens que de le bannir pour Noël. Puis toi, Tout c'est à ton envie à toi, donc tu la respecter. Et puis nous, dans notre famille, on n'a pas du tout besoin de ça, donc on ne s'est même pas posé la question. Les téléphones, ils sont pas là, quoi, et on s'en fout, quoi, parce que c'est donc c'est vraiment la géométrie variable. Il n'y a pas de règles dans la vie. Il faut s'inventer ces règles de bonheur à plusieurs, quoi.
Ouais, complètement. Et ce que je trouve aussi intéressant dans ce que tu disais, c'était cette notion de pas d'attente. Je pense que c'est pas le moment de Noël où vous allez pouvoir régler des Ah, choses avec votre famille. Je ah, pense que non. c'est pas le moment où vous allez pouvoir avoir des discussions peut-être profondes de développement personnel. Enfin, moi, j'ai eu parfois ce genre d'attente de me dire j'ai encore envie que telle personne dans ma famille Mm, change ou quoi, et j'ai envie un peu d'avoir des discussions. Et je pense que c'est en fait ça, j'ai lâché ça. Et c'est très intéressant ce que mm, tu dis, ce moment de en fait les gens sont comme ils sont, comme disait Martine, lâcher le contrôle. Pas faire changer les gens, on les aime comme ils sont et par contre par rapport à ce qui ne nous convient pas, ben du coup apprendre à lâcher les attentes et à prendre du recul. Alors ça veut pas dire tout accepter, hein. On se positionne, si on n'est pas d'accord on le dit, mais par contre ouais lâcher en fait le fantasme que les personnes puissent changer et être comme on voudrait qu'ils soient pour avoir la mm. relation qu'on voudrait avoir et lâcher tout ça pour que les fêtes se passent au mieux. Voilà, cette notion d'attente, je trouve que c'est hyper important dans ce moment-là. C'est pas là, on vient pas venir avec son, comment dire, peut-être ah mince, j'ai pas l'expression, voilà, en tant que guerrier, comment dire, du développement personnel en disant, c'est pendant ces fêtes-là que je vais pouvoir régler tel problème avec ma famille. Non, là, c'est pas le moment. Ouais, pas de revendication intérieure parce que là. Et puis on peut aussi dire, ouh là 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 là, on n'est plus en train de parler de trucs sympas pour Noël. On peut pas remettre ça une autre fois. Voilà, on peut aussi dire pause. Les Oui. politiques à Noël, par exemple. Ouais, je pense que je voulais te dire un truc vachement important, c'est qu'il y a effectivement des gens qui sont très en souffrance et parce il y a un véritable auditoire et qu'on a enfin réuni les personnes des fois concernées par certaines formes de trauma et des gens qui sont dans l'attente d'aborder certains Mm. sujets. Et je comprends et moi j'ai envie de dire, ça reste une fenêtre de tir qui est utile. Le côté un peu de, on va peut-être pas parler des sujets négatifs quand c'est pas le moment, etc. C'est compliqué, j'ai envie de dire, hein, de ne pas offrir cette possibilité parce qu'il y a réunion familiale. Il y a très peu d'occasions d'avoir des vraies réunions familiales. C'est un peu aussi la raison pourquoi certaines personnes aiment beaucoup Noël, parce que c'est une vraie réunion familiale. Le problème, c'est que se créer en fait cette audition et cet auditoire, c'est un peu compliqué. Je dirais qu'il y a un bon truc pour faire face à ça quand on a besoin de ce genre de choses, qui sont les thérapies de constellation familiale, qui vont permettre de Mm. reproduire ce genre de configuration pour pouvoir réunir certaines personnes autour de soi, d'aller en thérapie bien évidemment, Mm. si c'est nécessaire pour pouvoir un petit peu extérioriser et pouvoir créer des jeux de rôle, créer des jeux relationnels en fait qu'on aimerait avoir. Mais comme le dit Maud, si on a des attentes sur Noël, forcément il va y avoir frustration. Surtout que, comme je l'ai dit, il vaut mieux accueillir avec une forme de curiosité ce Noël et ces choses-là et pouvoir vivre au mieux cette expérience. Voilà. Nolwenn, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Eh ben, qu'on se respecte tous soi-même et les uns et les autres. Et voilà, Noël peut rester beau si on prend en compte justement ces personnalités différentes. C'est super. Merci beaucoup. En tout cas, c'était très intéressant cette Merci discussion. Je vous propose qu'on bien. s'arrête là. On a Oui. partagé beaucoup de choses. Merci beaucoup Nolwenn de ta participation. C'était très intéressant pour les gens qui ont envie de te suivre. De toute manière, il y aura les différents liens qui seront donnés. Pour ceux qui ont envie de nous suivre parmi tes auditeurs, il y aura aussi nos infos. Et du coup, merci Maud pour ta participation aussi. Ce Noël, il y a des planètes rétrogrades où ça va? Oui, alors ce Noël présage de 2025. On a effectivement déjà Pluton qui est entré dans le Verseau depuis le 19 novembre, qui fait son effet chez beaucoup de gens. Donc on est tous un peu remués. On est passé par une phase, comme tu disais, de Mercure rétrograde conjointe enfin conjointe dans le sens en même temps que ce Pluton dans le Verseau. Donc ça a été quand même déjà assez remuant. Et on a Mars qui vient de rétrograder également, et là jusqu'à fin février. Donc pareil. On va s'interroger sur nos projets, sur la façon dont on vit les conflits. Donc ça va être intéressant à Noël, c'est Mars rétrograde. Comment est-ce qu'on gère la colère? Comment est-ce qu'on gère nos conflits? Donc vous voyez. Et puis effectivement, en 2025, on a quand même 9 planètes sur 10 qui vont changer de signe. À savoir que Pluton a déjà changé. Donc en fait, c'est un peu un 10 sur 10 en vrai, voilà, sur un an et demi. Donc 2025, ça va être le changement. Donc Eh je ben, pense que Noël va présager ça. C'est une année intense. Ok, eh ben merci. En tout cas, merci à merci vous à vous deux. deux. Et Merci, merci. Ouais, voilà, merci merci à vous deux et à très Martine. bientôt. Et du coup, on vous fera bientôt des petits résumés de cette session. Et voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée, Au merci. revoir à tous. Au revoir.